La Russie a perdu 2000 chars en Ukraine en 2 ans. La France n'en a que 406 au total. Et pourtant, je vais te prouver dans cette vidéo qu'au combat réel, c'est la France qui gagnerait. En tout cas aujourd'hui. Et la raison va te choquer. Si tu crois encore qu'une armée se compte en nombre de soldats et de chars, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo, on va comparer l'armée russe vs l'armée française. On va les comparer avant la guerre en Ukraine et après la guerre en Ukraine. Je suis Benjamin Sand, j'étais lieutenant dans l'armée de terre, j'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait 15 ans de sport à haut niveau et j'ai accompagné plus de 4000 candidats à devenir militaire. Si tu veux devenir militaire, tu as toutes les infos dans la description avec le programme Première Mission qui t'accompagne sur le physique, le mental et une communauté pour devenir militaire avec le meilleur niveau possible. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle analyse stratégique entre deux armées. On a déjà fait les États-Unis et le Royaume-Uni, alors pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et les prochaines vidéos. On est parti, on commence cette comparaison entre l'armée française et l'armée russe. Qui va gagner? Partage ton avis en commentaire, c'est important. L'armée de terre française aligne 119 000 militaires d'active. 119 000 entièrement professionnels, c'est pas des conscrits. L'armée d'appelés, c'est fini. C'est-à-dire que les militaires qu'on a aujourd'hui dans l'armée française, c'est des militaires de carrière, des militaires qui sont habitués, formés. Donc on a 119 000 militaires professionnels qui peuvent être déployés sur le terrain. Enfin pas tous, ça on a une partie de force projetée. Mais on a quand même une armée bien structurée, bien organisée. Et elle est structurée et organisée en brigades et divisions avec 2 divisions majeures, 2 divisions Scorpion, plus des brigades à l'intérieur de chacune de ces divisions. Et ce qui est super intéressant, c'est que chacune de ces brigades est interarmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque brigade, on a des unités du génie, du soutien, donc avec du matériel, du train, on a des unités de mêlée avec de l'infanterie, de la cavalerie ou encore de la latte. Et en fait, à chaque fois, on a cette complémentarité avec une capacité de projection de forces qui vont pouvoir s'appuyer, de forces qui sont de chacune des armes et qui vont pouvoir travailler de manière conjointe et qui vont pouvoir donc avoir de la durabilité sur le terrain et avoir cette complémentarité nécessaire à mener des bonnes opérations. Et ça, c'est vraiment fort, c'est une force de l'armée française et tu vas voir qu'avec l'armée russe, c'est pas le cas. Ensuite, cette complémentarité-là qu'on a dans la structure de l'armée française au niveau de l'armée de terre, on la retrouve dans les déploiements. On la retrouve dans les déploiements à travers ce qu'on appelle les GTIA, les groupements tactiques interarmes. Quand on envoie des soldats en mission, on n'envoie pas juste de l'infanterie, on dit tiens, les fantassins, vous y allez, vous vous débrouillez. Non, ça marche pas comme ça. On va déployer un GTIA, donc c'est un groupement tactique interarmes qui est capable d'œuvrer en autonomie complète, sans rupture, sans être relevé. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'hommes qui vont travailler ensemble et qui vont se débrouiller. C'est une mini-armée, si tu veux. Le GTIA, c'est une mini-armée. On a même plus que ça, c'est le sous-GTIA. Donc on envoie un GTIA. Le GTIA peut se débrouiller en autonomie, peut mener toutes ses missions à bien. Il a simplement besoin de ravitaillement de manière régulière et après il fait tout sur place. Et ces GTIA-là, on les a déjà testés en mission puisqu'on en a envoyé sur l'opération Barkhane, donc en Afrique. L'armée française, elle sait faire ça. L'armée française, c'est une armée au niveau de l'armée de terre aujourd'hui qui a de belles capacités, qui a vraiment des matériels qui sont bien montés en gamme depuis quelques années. Et aujourd'hui dans l'armée française, on a tous les nouveaux véhicules, donc les véhicules Scorpion, tu les vois passer régulièrement, que ce soit le Maybach, le Griffon ou encore le Jaguar. On a pas mal de véhicules modernes qui tiennent la route par rapport à d'autres armées européennes. Et ça, on en a parlé dans la comparaison avec l'armée britannique. On a vu que finalement l'armée britannique, leur matériel, ils avaient pas mal de problèmes. C'est une vidéo que je t'invite également à regarder en t'abonnant à la chaîne. Maintenant, on va passer côté russe. Virasi, Vaina, Ochen, Khalasho. Coucou. Podpisatia, vie YouTube Benjamin Sant. Ouh là là, c'est la décadence. Bon, revenons en français, ce sera peut-être mieux pour tous, mais on va parler de la Russie. Ouais, ça doit être ça. Ouais. En Russie, on a 280 000 militaires dans l'armée de terre en 2021. Je prends les chiffres qui sont avant la guerre en Ukraine. Et ça, c'est 3 fois plus que la France globalement, c'est quasi 3 fois plus. Et accroche-toi, sur ces 280 000, on a environ 30% qui sont des conscrits. Des conscrits, ça veut dire quoi? C'est des gens qui font leur service militaire. Et ça, c'est des jeunes qui ont 18, 19 ans et qui ont simplement 12 mois de service obligatoire, dont une grosse partie, c'est corvée maintenance. Et qu'est-ce que ça veut aussi dire? Ça veut dire qu'il y a des militaires professionnels qui sont dédiés à leur formation. Et avoir une armée d'appelés, donc avec ces conscrits qui sont formés au combat, ça a un avantage, c'est qu'en cas de guerre, tu as des personnes qui sont déjà à peu près formées, qui savent tenir une arme, qui connaissent les rudiments du combat, qui savent à peu près se battre, que tu peux rapidement former et déployer. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que sur le moment, tu n'as pas forcément des soldats qui sont à un super niveau. Je ne serais pas pour le service militaire obligatoire si j'étais convaincu qu'on pouvait faire sans. Or, je n'en suis pas sûr. Bâtir une armée fondée sur la conscription, avec des missions cohérentes pour les appeler, ça prend du temps. Si on interrompait ce système, il serait extrêmement difficile de le reconstruire, que ça demanderait beaucoup de temps. On n'aurait pas besoin plutôt d'une grande armée de volontaires?
On aimerait bien disposer d'une telle armée. Mais ça fait des décennies qu'on ne parvient pas à en constituer une. Et ça, c'est une réalité de l'armée russe, c'est qu'on a une armée qui n'a pas le modèle d'armée professionnelle qu'on a en France. Et la réalité pour la Russie avant la guerre en Ukraine, c'est qu'on a peut-être 190 000 militaires professionnels qui seraient au niveau de la France. Et on se rend compte que par rapport à la taille de la Russie, d'avoir 190 000 militaires vs pour la petite taille de la France, d'en avoir 119 000, finalement l'écart il est assez serré et c'est pas aussi intéressant que ce que ça en a l'air sur le papier. Surtout au niveau population, la Russie est quand même beaucoup plus peuplée que la France. On est à peu près 150 millions avant la guerre, donc 150 millions vs 66 millions, 67 millions. Tu vois bien qu'on n'est pas exactement sur les mêmes proportions au niveau de la taille de la population. Mais finalement, au niveau de l'armée de terre, on pourrait s'attendre à ce que la Russie ait plus de masse de soldats que ça. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Ensuite, niveau organisation, la Russie, c'est pas du tout comme la France. C'est pas un modèle d'armée autant. Pour l'organisation de l'armée russe, on repose sur 4 districts. On a ouest, sud, centre, est. Donc ça c'est simple, ouest, sud, centre, est. Et en fait, chacun aligne des armes de combinaison d'armes. Donc en fait, au lieu d'avoir ces brigades qu'on retrouve en France, eux de leur côté, ils ont des mini-armées qui vont être organisées de la même manière après avec de l'interarme à l'intérieur. Et en fait, ça on le retrouve dans tous les pays. Aujourd'hui, toutes les armées du monde font de l'interarme. Donc ça c'est important et c'est vraiment une clé, on va dire, du combat moderne. Et la Russie, elle a bien compris également que c'était important de faire de l'interarme et c'est pour ça qu'elle a développé son propre GTIA, elle nous a copié, non pas vraiment. En fait, elle a développé le BTG, le Battalion Tactical Group, et ce BTG là, c'est une unité de 700 à 900 hommes qui mélange de la cavalerie, de l'infanterie, de l'artillerie et qui va permettre d'être déployé un petit peu plus en profondeur dans les lignes. Maintenant, sur ce BTG, on n'a pas forcément de logistique qui est intégrée. En fait, le BTG, contrairement au GTIA, il va rester dépendant de dépôts logistiques fixes, de trains et de ravitaillement lourd. Et ça, c'est justement un problème majeur qu'on a pu voir sur les avancées de la Russie en Ukraine, c'est qu'il y avait une grosse dépendance de la logistique et des chaînes à l'arrière. Et c'est justement une différence majeure entre le BTG et le GTIA, c'est que le BTG, il peut pas tenir longtemps, alors que le GTIA, lui, aura plus d'autonomie et pourra durer un petit peu plus longtemps que le BTG. Et surtout, il pourra se ravitailler quand même plus facilement que le BTG avec des éléments de ravitaillement qui sont directement au sein du GTIA et qui peuvent faire des déplacements pour aller se ravitailler. Côté matériel, maintenant, qui gagne, encore une fois, avant la guerre? Parce qu'après la guerre, on s'en doute, tu le sais que la Russie, ils n'ont plus énormément de moyens. Maintenant, avant la guerre, la France, on a le plan Scorpion, 15 milliards d'euros investis entre 2019 et 2030 pour moderniser toute la flotte blindée française, et ça a encore été augmenté. On a eu le Griffon VBMR pour remplacer les VAB, on a eu des blindés Jaguar EBRC, on a eu pas mal de véhicules différents qui sont arrivés, et ça continue d'avancer. Donc on a des blindés qui aujourd'hui sont assez modernes. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces blindés modernes là, ils valent mieux finalement que des T60, des T70 qui sont assez rustiques et qui peuvent tenir plus facilement sur le terrain? Et bien côté russe, en 2020, on a majoritairement T72, du T80 et du T90, donc 3 chars qui sont pas les plus modernes. L'équivalent en fait du char Leclerc XL rénové, ce serait le T14 Armata. Ce T14 Armata, on l'avait vu notamment à l'entraînement, on l'avait vu lors de défilés militaires, mais jamais sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher, il est très complexe à produire. Les Russes ont besoin de composants pour le fabriquer. On le sait, c'est très compliqué de se fournir. Et c'est justement là la grosse différence, c'est que la Russie, elle bat toutes les armées avant la guerre en Ukraine en termes de nombre de chars. En Russie, on a beaucoup de chars et on voit beaucoup de chars s'aligner. Donc on voit 3000 chars russes contre 400 Leclerc. Donc la question c'est qui gagne finalement? Quelle est la meilleure armée? Quelle est l'armée qui est la plus puissante quand on voit qu'il y a beaucoup mais avec une technologie un peu ancienne ou pas beaucoup mais beaucoup plus moderne? Ensuite, la deuxième question qui est importante, c'est combien de chars russes sont réellement disponibles techniquement? En France, on parle de DTO, c'est de la disponibilité technique opérationnelle. Cette DTO là, c'est en fait on a un nombre d'heures de disponibilité sur un matériel. Donc sur char par exemple, on va dire il a 300 heures de DTO. Après ça, il faudra l'envoyer en réparation. Après ça, il faudra changer le canon, etc. Cette DTO là, elle est super importante et c'est une question majeure dans les armées. C'est en fait combien de temps tu peux utiliser ton matériel sans qu'il doive être réparé. Et en Russie, on a sur le papier beaucoup de matériel, mais dans les faits, on a pas mal de blindés qui ne sont pas en état et pas forcément en superposition pour ça. Maintenant, sur le papier, niveau matériel, avant la guerre en Ukraine, je dirais quand même que la Russie l'emporte, même si leur matériel est plus ancien, mais ils ont quand même beaucoup plus de nombre en termes de quantité. Ensuite, sur le nombre de soldats qui peuvent être alignés, oui, la Russie l'emporte encore, et même en termes de compétences, je pense que la Russie l'emporterait aussi.
Et ça, il y a un point que tu as peut-être déjà entendu, mais c'est que dans l'armée russe, il n'y a pas vraiment de sous-officiers. Il y a une organisation qui est un petit peu différente. Mais cette explication-là, elle tient pas la route. En fait, dans l'armée russe, on a bien des sous-officiers. Il y a bien les sous-officiers, puisqu'on les appelle les Unteroffizier, et ces sous-officiers-là, ils ont à peu près le même rôle qu'on a dans les armées côté européen. Donc quand on dit il n'y a pas de sous-officiers dans l'armée russe, c'est pour ça que leur armée, elle est en débandade, que rien ne fonctionne et qu'il y a plein de problèmes. Non, c'est faux. C'est tout simplement une hallucination collective. En fait, la réalité, c'est qu'il y a une répartition différente. C'est-à-dire que dans l'armée française, on est à peu près à 30-35% de sous-officiers, mais dans l'armée russe, on est plutôt vers les 15%. Donc c'est ça le problème. On a beaucoup plus de militaires du rang dans l'armée russe que de sous-officiers. Et dans l'armée française, on n'a pas les mêmes proportions. Et le fait d'avoir plus de sous-officiers dans l'armée française, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des personnes qui encadrent, des personnes qui sont mieux formées, qui sont formées à bien réfléchir, à prendre les bonnes décisions. Et ça, en cas de guerre, en cas de conflit, ça permet d'avoir une meilleure réaction face à l'imprévu, ça permet d'avoir plus de capacité de proposition, de capacité d'avancer en autonomie, et ça permet à un GTIA de mieux fonctionner en autonomie. Donc oui, sur le plan tactique à la fin, quand tu compares un bataillon russe vs un bataillon français, le bataillon français sera certainement mieux organisé que le bataillon russe, puisque ce bataillon français sera capable de proposer plus de choses sur le terrain. Donc ça, c'est bien une réalité, mais il ne faut pas se dire qu'il y a 0 sous-officier dans l'armée russe, non pas du tout. Donc là, tu as déjà un premier aperçu de cette comparaison entre l'armée française et l'armée russe, et je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses pour l'instant. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le détail pour les passionnés, côté véhicules de combat d'infanterie, on a pas mal de véhicules aussi. Donc ça, c'est les blindés d'infanterie qui vont transporter les troupes et qui vont pouvoir les déposer ou être armés et les utiliser. On a notamment le BMP2, BMP3, qui sont des véhicules plutôt pour les parachutistes, le BTR-82A, des BTR-90, ça pour les militaires, vous allez les apprendre en identif. C'est les cours d'identification et le BTR, vous allez en entendre parler. Eh bien, l'armée russe est capable d'aligner environ 5000 BTR, BMP2, BMP3. 5000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de blindés, ils peuvent en produire en masse et ils peuvent en faire vraiment quand même pas mal. Côté artillerie, c'est pareil, ils ont environ 6000 pièces d'artillerie et de lance-roquettes multiples. Sur ça, il n'y a pas à dire. L'armée russe est bien fournie. Au niveau des canons, ils ont des 2S19 MSTA automoteurs de 252 mm, des obusiers tractés D30 et des lance-roquettes BM21, BM27, BM30. Alors attention, quand on parle de lance-roquettes, ici on parle de lance-roquettes tactiques. C'est pas le RPG que tu mets sur ton épaule pour tirer. Non, c'est des gros lance-roquettes. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ta roquette, elle part à plusieurs kilomètres et elle part en tir balistique. Ensuite, en défense antiaérienne, ils sont aussi plutôt bien équipés avec des S400, des S300, mais également avec des systèmes courte portée comme le Pantsir S1 et Tor M2. Et là, avec cette petite présentation-là, je vais t'avouer un truc, c'est que finalement, ce qu'on a vu en premier, ça se retourne et ça se renverse. Ici, sur cette deuxième partie-là, l'armée russe a quand même l'avantage. Donc sur la première partie, quand on regarde l'infanterie et la cavalerie lourde, on est on est quand même serré, mais là, côté russe, ça prend l'avantage. Et quand on se place sur une guerre Russie-France avant la guerre en Ukraine, très clairement, l'armée de terre russe aurait le dessus par rapport à l'armée de terre française. Du moins, c'est mon avis et je t'invite à partager le tien en commentaire. Je parle évidemment uniquement là de l'armée française vs russe pour l'armée de terre. Je ne parle pas du tout d'un soutien OTAN, d'un soutien international qui évidemment aurait lieu et qui serait beaucoup plus agressif que ça, puisque la France fait directement partie de l'OTAN, de l'Union européenne, et il y aurait donc un pacte de défense qui serait déclenché. Donc dans le cas d'une agression de la Russie vers la France, la guerre serait pas du tout la même qu'avec l'Ukraine, ce serait beaucoup plus violent et ce serait certainement fini en quelques semaines avec une défaite de la Russie. Mais si dans un monde parallèle on avait juste l'armée de terre russe vs l'armée de terre française, ce serait une victoire de l'armée russe, du moins je le pense. Une armée moderne, c'est pas juste de l'infanterie et des chars, c'est aussi la maîtrise du ciel et la maîtrise des mers. Et la mer, c'est important. La Russie, elle a plein de mers autour d'elle et elle a besoin d'avoir son contrôle des océans. Donc côté armée de l'air et de l'espace française, on a un peu plus de 40 militaires d'actifs qui sont professionnels donc, et du commandement des forces aériennes stratégiques pour la dissuasion nucléaire aéroportée et du commandement de l'espace pour les capacités spatiales militaires. On a donc plusieurs commandements et on a pas mal de missions différentes. Côté chasse, ce qui vous intéresse très certainement, là on a 226 Rafales en service avec des Rafales B biplace et des Rafales C monoplace, puis des Rafales M pour la marine. Et tu l'as certainement suivi, mais il y avait un projet d'avion avec le SCAF. Certains dans la dernière vidéo ont parlé du
scam en disant que le SCAF c'est devenu un scam. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un nouveau Rafale, une nouvelle version de Rafale qui arrivera peut-être, on verra bien. S'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. L'aéronautique, ça évolue pas mal, il y a pas mal de péripéties, de rebondissements et je l'espère qu'on aura à nouveau un bel avion français de 5e, 6e génération. Le SCAF prévoit de développer à l'horizon 2040-2045 un avion de combat de 6e génération, le New Generation Fighter, des drones d'accompagnement, des satellites et un cloud de combat destiné à faire fonctionner tout ça. For sure. Ensuite, côté chasse, on a également des Mirage 2000. Bon, c'est un petit peu plus ancien, mais c'est toujours utilisé. C'est également utilisé pour des attaques au sol, pour de la pénétration. Bon. Et après, il y a évidemment le côté transport stratégique qui est majeur. Le transport, la logistique, c'est ce qui permet à une armée de tenir dans le temps. Et ça, on l'oublie souvent. Mais sans logistique, une armée ne tient pas. Donc, côté logistique, pour l'armée de l'air, on a 21 Airbus A400M Atlas. Tu sais, c'est le gros avion super stylé qui a mis des années avant d'arriver. C'est un bon avion. Puis, on a aussi des Airbus A330 MRTT Phoenix. Mais on a également d'autres avions comme des Transal et autres qui permettent à la France de projeter à des milliers de kilomètres ses militaires en moins de 72 heures et également de les ravitailler. Côté hélicoptère, alors j'en ai pas parlé pour l'armée de terre, mais pour l'armée de terre, il faut savoir que dans l'armée de terre française, on a l'ALAT, c'est l'aviation légère de l'armée de terre, et dans cette armée de terre-là, on a du coup plein d'hélicoptères. En fait, côté russe, ils n'ont plus d'aviation légère de l'armée de terre et c'est pour ça que je t'en parle que maintenant. En 2003, ils ont décidé de placer cette aviation légère qui appartenait historiquement à l'armée de terre, ils l'ont placée sous les forces aériennes. Donc en Russie, quand on parle d'hélicoptère, on parle de l'armée de l'air directement. Alors qu'en France, on a les deux. For sure. Ou les trois, on a les trois, même les quatre. For sure. Pourquoi? Parce que dans la gendarmerie, il y a aussi des hélicoptères. Mais donc en France, quand on parle de l'armée de terre, on a des hélicoptères. Quand on parle de l'armée de l'air, on a des hélicoptères. Quand on parle de la marine, on a aussi des hélicoptères. Et donc en France, on a quand même pas mal d'hélicoptères différents. On a du Tigre avec à peu près 67 Tigres. On a du Caïman avec plus de 100 Caïman NH90 pour du transport tactique. Et on a des Caracal ou encore d'autres types d'hélicoptères comme le Gazelle ou autres. On va pas faire tout le point sur chacun des matériels, ce serait un petit peu long. Full flemme. Mais il faut comprendre qu'en France, on a quand même une grosse force d'hélicoptères avec pas mal de moyens différents, des pilotes qui sont super bien formés et des missions tactiques qui peuvent être menées qui sont parfois impressionnantes. Maintenant, on va voir côté russe ce qui s'y passe. Alors côté russe, on a les forces aérospatiales russes, les VKS, et là c'est 165 000 militaires. Donc tu l'as compris, une grosse différence par rapport à l'armée française, on est à plus de 120 000 de différence et là on a plus de 1500 avions de combat sur le papier. Mais comme pour les chars, la réalité elle est plus complexe. En fait, en chasse moderne, donc vraiment les avions qui vont pouvoir aller loin, qui vont être bien équipés, on a environ 120 Sukhoi 35S flanker, 125 Sukhoi 34 fullback et 100 Sukhoi 30 SM, plus le Sukhoi 57 Felon supposé de 5e génération. Donc tu l'as compris, il y a quand même du matériel de 5e génération, du matériel qui est optimisé. Mais à côté de ça, il y a aussi sur la partie chasse qui vieillit, on a des MiG-29, des MiG-31 qui sont un petit peu plus vieux. Mais sur la base, sur le papier, l'armée russe, elle a beaucoup plus de moyens aériens. Elle est mieux équipée, avec des moyens plus nombreux et elle est capable de déployer beaucoup plus de chasseurs que la France. Sur le papier, l'armée russe, elle a aussi des bombardiers stratégiques. Elle a à peu près 60 Tu-95 MS, elle a 16 Tu-160 Blackjack et 60 Tu-22 M3 Backfire. Puis en transport, c'est pareil, elle aligne également quand même pas mal de matériel avec plus de 150 avions de transport, donc beaucoup plus que l'armée française. Et côté défense antiaérienne, c'est pareil, elle est quand même beaucoup mieux équipée que la France. Donc sur le papier, l'armée russe, elle est largement devant. Maintenant, si on compare dans la réalité par rapport à ce qu'on a pu voir en Ukraine, ce qu'il y a sur le papier, c'est bien, mais c'est un petit peu loin de ce que la Russie a pu aligner et de ce qu'elle a pu déployer. Donc elle a quand même pu déployer des moyens intéressants, mais on l'a vu, les avions, ils ont été rapidement stoppés, freinés, et on n'a eu pas tant de déploiement d'avions que ça par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Donc dans la réalité, l'aviation russe, elle a eu un rôle limité. Maintenant, il faut voir aussi qu'en face, en Ukraine, on a eu une aide massive avec un déploiement de défense antiaérienne qui est venu de pas mal de pays différents. Maintenant, si on avait seulement Russie vs France, oui, l'aviation russe dominerait l'aviation française, même si on a le super Rafale, même si on veut être patriote. Il faut être honnête, il faut être réaliste. L'armée russe, c'est quand même une des plus grosses armées du monde. Donc non, la France ne pourrait pas gagner à ce jeu-là, encore une fois, avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, je pense que la France l'emporterait puisque l'aviation russe a été décimée et qu'aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Et maintenant, qu'en est-il de la marine? La marine nationale française, on a 39 000 militaires,
une des 5 marines mondiales capables d'opérer sur tous les océans en permanence. Et surtout, on a quand même de super sous-marins, des sous-marins incroyables, impressionnants. Le porte-avions Charles de Gaulle à propulsion nucléaire, 42 000 tonnes, qui est capable d'embarquer 40 aéronefs, dont des Rafales marines et des E2C Hawkey de surveillance aérienne. Tu sais, c'est les gros avions chelous qui permettent de tout surveiller dans le ciel. Eh bien, côté français, on a quand même une belle marine. Maintenant, évidemment, ce serait mieux d'avoir 2 porte-avions, d'avoir encore plus de capacité. On est d'accord. Peut-être que ça arrivera prochainement. On verra avec le nouveau porte-avions s'il n'y a pas trop de retard. Ensuite, on a également des bâtiments de projection, on a des porte-hélicoptères et on a pas mal de bâtiments qui peuvent être déployés sur les eaux. La grosse force de l'armée française, c'est la dissuasion nucléaire. Et là, côté français, évidemment, s'il y a une grosse guerre et potentiellement un engagement nucléaire, l'armée française serait capable de riposter puisqu'elle est capable d'aligner des sous-marins nucléaires d'attaque qui sont déployés n'importe où dans le monde, on ne sait pas. Donc avec des SNA et des SNLE, eh bien ces sous-marins, ils peuvent tirer depuis n'importe où dans le monde, on ne sait pas où ils sont pas détectables et ils permettent d'assurer cette permanence de la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est le point majeur de notre armée, c'est cette dissuasion qui n'est pas inutile. C'est cette dissuasion qui permet de dire « Hé, Coco, ne viens pas, sinon à un moment donné, boum, c'est fini pour toi. » Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Maintenant, évidemment, on ne veut pas en arriver là. On passe maintenant à la marine russe, le VMF. Alors, la marine russe, c'est 150 000 militaires. Encore une fois, il y a plus de monde. C'est 4 flottes principales. Il faut comprendre qu'en France, on n'a pas de flotte. C'est pas comme les États-Unis ou d'autres pays, on n'a pas de flotte. On a une marine nationale qui est regroupée. Côté russe, il y a plus de monde, donc on a 4 flottes. 4 flottes, en gros, ce serait 4 mini-marines si tu veux. Avec au nord, Severomorsk, au Pacifique, Vladivostok, la mer Noire, Sébastopol et dans la Baltique, on a Kaliningrad. Plus, on a une petite flottille dans la Caspienne. Maintenant, on a beau avoir ces 4 flottes, il n'y a qu'un seul porte-avions, l'amiral Kuznetsov, 60 000 tonnes avec une propulsion conventionnelle, donc pas nucléaire. Qui dit propulsion conventionnelle dit que c'est plus de réparation, plus d'arrêt et moins d'autonomie que le porte-avions Charles de Gaulle. Ça, c'est important de le préciser aussi, c'est que le fait d'avoir une propulsion nucléaire, tu peux partir beaucoup plus longtemps en mer et tu es moins dépendant des réparations et des arrêts. Et justement, ce porte-avions russe, il a été en arrêt quand même pas mal de fois. Et en fait, depuis 2017, on l'a pas trop vu en mer. Donc ce porte-avions russe qui fait la fierté russe, finalement, il a trop de problèmes techniques et l'accumulation de problèmes techniques, parfois, fait que sur le papier, on a une belle armée, on a des beaux matériels et dans la réalité, il n'y a plus grand chose en face. Au passage, dans mes vidéos, je dis souvent des matériels militaires et dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a corrigé. Alors merci de m'avoir corrigé, mais c'est quand même rare que je fasse des fautes de français. Broie la langue de Molière. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit des matériels militaires? Parce qu'on pourrait se dire, on dit un matériel, des matériaux. Mais non, les matériaux, c'est un autre mot. C'est bien 2 mots différents. Donc des matériaux, on parle de matériaux de construction. Quand on parle d'équipement, de matériel, on va dire des matériels. Donc c'est important de le savoir puisque dans l'armée, c'est un terme qu'on utilise pas mal. Mais reprenons sur la marine russe. Ensuite, on a des croiseurs lance-missiles. On a pas mal de bâtiments qui peuvent être déployés, des gros bâtiments de surface. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce gros croiseur lance-missile Piotr Veliki, classe Kirov, 28 000 tonnes avec une propulsion nucléaire. Et ça, il faut savoir que c'est un des plus gros bâtiments de surface au monde, mais avec une seule unité opérationnelle. Ensuite, on a des croiseurs de classe Slava, dont le célèbre Moskva, qui a été coulé en avril 2022 par 2 missiles anti-navires ukrainiens. Ensuite, pour la Russie, côté sous-marin, c'est vraiment sérieux. Là, on a 6 SNLE de classe Borei, avec des lanceurs d'engins nucléaires donc, et 16 missiles Bulava chacun. Plus, on a les vieux Delta 4 en remplacement et les SNA, Yasen et Yasen M. Donc, c'est des sous-marins nucléaires d'attaque qui sont parmi les plus avancés au monde et comparables aux Virginia américains. Et en plus de ça, on a une trentaine de SNA de classe Aquila et Sierra. Donc clairement, côté sous-marin, la Russie, c'est dangereux. C'est très dangereux et on rigole pas trop avec. Et le truc, c'est que l'Ukraine, ils n'ont pas énormément de mer. On va dire que ça va. C'est pas comme la France. S'il devait y avoir une guerre entre la France et la Russie, ce serait pas la même chose côté sous-marin. Et clairement, la France perdrait. Et la France pourrait se faire attaquer sur beaucoup de ports. Et côté russe, il y aurait des défenses qui empêcheraient, on va dire à peu près, les armées françaises de toucher la Russie. Mais par exemple, si on prend le port de Toulon ou le port de Brest, ils seraient détruits dès le début de la guerre
par des sous-marins russes. En plus de ça, il y a des armes théoriques dont disposerait la Russie, dont on entend parler parfois, mais on ne sait pas ce qu'il en est réellement, comme le missile croiseur Poséidon. Donc ce missile-là, c'est un missile qui est censé déclencher, enfin c'est une torpille exactement, mais c'est une torpille qui est censée déclencher un tsunami à proximité des côtes. Et cette torpille-là, si elle existe réellement et si vraiment la Russie l'utilisait, c'est une torpille qui pourrait raser une ville comme Toulon avec un simple lancer. Donc très clairement, toutes les villes côtières côté français seraient menacées et toutes les bases navales françaises seraient détruites assez rapidement. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien aujourd'hui, la Russie disposerait encore de la plupart de ses sous-marins et aurait peu perdu de sous-marins. Maintenant, côté marine classique, côté navire de guerre, elle en a quand même perdu pas mal, elle a perdu pas mal de capacités et en plus de ça, elle a réduit les capacités de sa marine pour réorienter des militaires sur l'armée de terre, évidemment, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie est une guerre principalement terrestre. Donc la Russie a eu besoin d'allouer plus de militaires dans l'armée de terre. Alors quand on fait le bilan RMR, qui gagne? Eh bien la France a une supériorité en termes de projection avec une capacité à frapper n'importe où dans le monde avec des matériels très techniques très intéressants. Le Charles de Gaulle a pu opérer en Méditerranée, dans l'océan Indien, un petit peu partout et la marine française elle est globale. Mais la Russie, elle a une supériorité très claire en nombre d'avions et même en technicité d'avion, je pense que c'est relativement proche et sa capacité de projection aérienne, elle est un petit peu plus limitée et limitée à son voisinage immédiat. Maintenant, côté sous-marin, la Russie gagne clairement et s'il devait y avoir une guerre avec la Russie, très clairement, la France n'emmènerait pas large. Avant de passer au troisième point qui est super important pour comparer les deux armées, si toi tu as envie de devenir militaire, de rejoindre les armées dans les prochaines années, dans les prochains mois, tu peux te préparer directement avec Première Mission, tu as le lien en description. Tu as simplement besoin de 3 minutes pour t'inscrire, découvrir exactement ce qu'il faut aujourd'hui pour te préparer, découvrir quel est ton niveau réel et par rapport à ça, on pourra voir quel est le programme le plus adapté pour toi. Tous nos programmes comprennent de la préparation physique, de la préparation mentale, de la préparation aux tests psychotechniques, aux entretiens et tu seras encadré avec des coachs diplômés, des préparateurs mentaux, des mentors militaires et intégré dans une communauté de milliers de militaires. Donc si tu as envie de te préparer à l'armée, Première Mission, c'est le premier programme complet pour devenir militaire. Tu as toutes les infos dans la description pour le rejoindre et commencer ta préparation. Quand on parle d'armée, il ne faut pas simplement aligner des chiffres. Il faut aussi comprendre comment interviennent les armées, comment elles agissent, comment elles prennent leurs décisions. Et ça, quand on en parle, on parle de stratégie, mais on parle également de doctrine d'emploi. Et la doctrine, c'est important de la comprendre et de pouvoir comparer la doctrine russe à la doctrine française pour savoir comment seraient employés tous ces beaux matériels qu'on a pu énumérer. La doctrine française, on en a un petit peu parlé, c'est de l'interarme décentralisé. C'est du GTIA, c'est un fonctionnement en autonomie avec une petite armée. Si tu veux, on recrée une mini-armée qu'on déploie sur le terrain. Pour simplifier, voilà, pour les puristes, oui, on n'aura pas tous les éléments, mais on va dire que le GTIA, c'est un petit peu une mini-armée. Maintenant, dans cette mini-armée, on va pouvoir avoir un bon fonctionnement puisqu'il y a vraiment une communication qui est simplifiée, qui est optimisée. Et en plus de ça, il faut savoir que tous les matériels communiquent entre eux grâce au système Contact et SICS. Donc, il y a une communication directe des différents matériels et il y a vraiment un fonctionnement qui est optimisé pour les armées. Côté russe, c'est différent, c'est l'héritage soviétique, on a ce BTG qui dispose d'une grosse puissance de feu, mais on a une puissance qui est coordonnée de manière centralisée et on a un fonctionnement qui est vraiment beaucoup plus direct avec une hiérarchie beaucoup plus traditionnelle. Donc on a un commandement BTG qui va attendre les ordres du commandant de brigade et qui attend ceux de la division. Et ça, on l'a vu au début de la guerre en Ukraine que parfois l'armée russe, elle attendait des ordres et elle attendait qu'elle puisse avancer au fur et à mesure. Et en fait, il n'y avait pas de commandement localisé. Et donc ça a vraiment fait défaut à l'armée russe au début. Évidemment, derrière, ils ont réagi, ils se sont adaptés. La doctrine russe a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de force de proposition, beaucoup plus de réaction sur le terrain et on va dire qu'il y a eu une vraie évolution par rapport au début. Maintenant, la logique russe, c'est beaucoup plus celle de la masse, de la force et de la saturation. Et ça, c'est ce qui a été fait au début de la guerre en Ukraine jusqu'à ce que ça devienne plus compliqué d'aligner des hommes sur le terrain. Et aujourd'hui, il faut savoir que la Russie, pour aligner des hommes sur le terrain, elle recrute partout dans le monde. Elle recrute beaucoup de Colombiens, de Népalais, dans plein de pays du monde pour avoir des hommes à déployer sur le terrain. Et malheureusement, aujourd'hui, la Russie a été saignée pendant ces années de conflit et elle commence à avoir du mal à aligner des hommes. Pour gonfler ses rangs, Vladimir Poutine a multiplié les opérations de recrutement partout en Afrique. Certains jeunes s'enrôlent volontairement dans l'armée pour gagner de l'argent. Surnommés les Wagner noirs, ils servent la propagande russe. Je me sens bien, je me sens comme chez moi.
Donc évidemment, aujourd'hui, comparer l'armée russe à l'armée française n'aurait plus de sens. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt parlé de l'armée russe avant la guerre en Ukraine. Et c'est également pour ça qu'on a peu parlé des drones qui sont devenus un élément majeur de cette guerre en Ukraine et en Russie. La réalité dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'on a pu voir que la Russie avait quand même de grosses capacités, avait quand même des moyens alignés sur le terrain qui étaient massifs, mais pas autant que ce qu'elle aurait dû avoir. Sur le papier, si on avait 1000 matériels à aligner, finalement la Russie n'en a aligné que 600, 700, dont une partie qui était un petit peu défaillante. Mais malgré cette défaillance de certains matériels, la Russie a pu aligner des moyens conséquents, des moyens énormes. Et aujourd'hui, la Russie ne dispose plus de tous ces moyens. Maintenant, au fur et à mesure du conflit entre l'Ukraine et la Russie s'est adaptée et a été forcée de s'adapter face à une armée qui était sans cesse approvisionnée par des pays comme la France. La France a approvisionné, a apporté de l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui a permis à l'Ukraine de résister. Et sans cette aide-là, l'Ukraine n'aurait jamais pu résister et l'Ukraine aurait été conquise relativement rapidement. En peut-être 1 an, l'Ukraine aurait été conquise. Oui, maintenant, est-ce que cette conquête aurait été une victoire de la Russie? Non, parce qu'après, on rentre dans de la guerre civile, dans de l'occupation. Et là, c'est une autre question qui est beaucoup plus complexe. Maintenant, pour revenir à la question de la France vs la Russie, est-ce qu'aujourd'hui, la France gagnerait? Oui, je pense qu'un conflit entre ces deux armées, la France gagnerait. Et en termes d'armée, de capacité opérationnelle actuelle, oui, la France serait devant la Russie. Du moins, c'est mon avis et je te laisse me partager le tien directement en commentaire. Ensuite, pour tout ce qui va être armes plus modernes, que ce soit les missiles hypersoniques, les drones ou encore les outils de brouillage, etc., j'en ai moins parlé dans cette vidéo puisque je voulais vraiment qu'on compare l'armée russe à l'armée française avant la guerre en Ukraine. Mais pour ce qui est des drones, aujourd'hui, la Russie en produit de manière massive. On n'a pas forcément de chiffres parce que c'est des petits drones. On parle surtout de mini-drones qui sont utilisés avec des explosifs qui sont détruits sur le moment. Sur cette vidéo de propagande de la télévision nationale russe, des centaines de drones kamikazes prêts à être lancés sur l'Ukraine. La production met en valeur l'usine et son apparente efficacité. La France sait aujourd'hui produire ses drones, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et en Ukraine, on produit également massivement des drones. Maintenant, ce qui est très intéressant à voir, c'est que côté russe et ukrainien, on a une économie de guerre. Et côté russe et ukrainien, on est capable de produire des drones qui coûtent très peu cher. Et l'Ukraine, là-dedans, brille. C'est-à-dire qu'elle est capable de produire, il y a eu un exemple qui a été donné, qui est sorti dans la presse, l'Ukraine est capable de produire un drone terrestre à 40 000 €, qui est très proche d'un drone qu'on fait en France pour 1 200 000 €. Donc cette comparaison-là, elle permet de voir qu'en Ukraine, on est capable de se défendre parce qu'on est capable d'innover, d'optimiser. Et côté russe, on en parle moins parce qu'il y a moins d'informations qui circulent et qui passent. Mais côté russe, il y a également cette création, cette innovation-là. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'armée russe, elle est à bout de souffle, que la Russie, c'est un pays qui souffre de cette situation et que la Russie, elle est condamnée à souffrir encore de ce conflit jusqu'à ce que l'armée cesse, jusqu'à ce qu'il faille dire stop parce que l'armée n'aura plus les moyens de continuer, de poursuivre. Et cette armée russe-là mettra des années et des années à se reconstruire de ce conflit et je pense que l'armée russe changera complètement de modèle et qu'il y aura une modernisation qui sera vraiment différente, mais dans peut-être 10, 20, 30 ans. Puisqu'à la fin de la guerre, il y aura forcément une logique de reconstruire d'abord l'économie, d'abord ce qui est important, avant de mettre du budget dans la défense, dans la sécurité et dans l'armée, voire peut-être il pourrait y avoir une logique de réparation, une logique de bloquer les moyens de l'armée russe si on a un changement de gouvernement avec un contrôle externe. Mais je doute de cette situation-là et de cette possibilité-là. On arrive à la fin de cette vidéo, je te laisse me partager ton avis directement en commentaire. J'ai essayé pour tous les puristes de rester relativement simple. L'objectif, c'est pas de vous aligner 50 000 matériels à la suite et de vous dire on a un peu de ça, on a ça avec tous les chiffres exacts. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous divertir, de vous comparer facilement deux armées en vous expliquant un petit peu comment ça fonctionne, mais sans forcément rentrer parfaitement dans le détail. Maintenant, si vous voulez plus de détails, je vous laisse me le dire en commentaire pour la prochaine vidéo et me proposer quel pays vous voulez faire par la suite. Pensez à vous abonner. Si vous voulez un programme pour l'armée, c'est directement dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast avec un invité exceptionnel. Alors, abonnez-vous et je vous dis force!